séminaire Ad Systemix qui, cette fois-ci, est co-organisé avec Dataïa. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Aurélien Bellet qui va venir nous parler d'apprentissage fédéré. Donc, évidemment, on va revenir longuement sur ce que c'est. Donc Aurélien Bellet est chercheur en machine learning à l'INRIA. Donc il est dans l'équipe Cristal, donc à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Et il est également maître de conférence invité à Télécom Paris au département images, données et signal. Où il avait, si je me souviens bien, également fait un postdoc avec Stéphane Clémenceau. Donc, ces domaines, son domaine, disons, c'est l'apprentissage, à la fois sur des aspects théoriques et algorithmiques, et en particulier, là, le federated learning. Alors, c'est bien les algorithmes de machine learning distribués, mais distribués pas du tout au sens de ce qu'on va trouver dans Hadoop, où les données, l'algorithme est parallélisé, mais les données, elles sont présentes sur au même endroit, alors que là, il va nous parler d'algorithmes où les données sont distribuées sur plusieurs sites. Et ce qui a aussi un autre avantage, et je pense qu'il nous en parlera aussi, c'est qu'on va pouvoir développer des algorithmes qui préservent la vie privée, puisqu'on peut faire en sorte, ça paraît magique, hein, que les données ne sortent pas, hein, elles sont utilisées, mais ne sortent pas du lieu où elles sont produites. Également, il a travaillé au départ sur l'apprentissage de métriques, apprentissage de représentation aussi, avant de passer à cette distribution des algorithmes de machine learning. Alors, il a fait déjà, malgré son jeune âge, de nombreuses publications dans les plus grandes conférences, également membre de comités de programme de ces grandes conférences, et puis aussi responsable de projets, hein, le chercheur principal investigator, de projets soit de l'INRIA avec Flame sur ce sujet-là, et plus récemment un projet ANR JCJC, jeunes chercheuses, jeunes chercheurs, projet Pride autour de la privacy. Alors, moi, je l'ai entendu présenter cet exposé à la Federated Learning Winter School. Donc, j'ai beaucoup aimé cet exposé à la fois pédagogique et puis qui ouvre beaucoup d'horizons, hein, je pense, pour Systemix sur la façon sur les algorithmes de construction de modèles de machine learning. Et donc, voilà, il est là aujourd'hui avec nous et donc on l'en remercie à l'avance. Merci, bonjour à tous. Merci Georges pour la présentation très détaillée et élogieuse. Et merci donc pour l'invitation. Je suis très content de venir donc, faire cette présentation ici, à distance, mais voilà, c'est comme ça en ce moment. Et donc, je vais vous parler effectivement d'apprentissage fédéré. Et je vais essayer d'introduire un petit peu de bien motiver pourquoi est-ce qu'on s'intéresse potentiellement à ce sujet et essayer de bien introduire les concepts un petit peu principaux et puis aller ensuite vers un petit peu des choses qui sont plus proches, on va dire, de défis un petit peu actuels qui sont encore à résoudre autour de ce sujet. Donc, comme Georges l'a dit, n'hésitez surtout pas à poser des questions au cours de route. Je pense que c'est mieux pour vous comme pour moi si c'est interactif. Et je m'excuse par avance aussi, je suis chez de la famille là aujourd'hui, et donc il est possible que peut-être une ou deux personnes passent derrière moi, peut-être à un moment de… Voilà, donc c'est juste pour avertir, mais ils ont pour instruction d'être normalement relativement silencieux. Très bien, donc je vais… Pour donner un petit peu de vue d'ensemble de ce que je vais présenter, donc tout d'abord, on va tout simplement discuter de qu'est-ce que c'est justement l'apprentissage fédéré, le federated learning. Et donc, on va
passé un certain temps, encore une fois, là-dessus, à bien un petit peu définir, motiver le problème, à définir un petit peu une forme de typologie, un petit peu de problèmes ou de contexte qu'on peut rencontrer dans ce cadre-là, et puis de motivation. Je présenterai ensuite, donc j'irai un petit peu plus après dans un petit peu plus de détails techniques, on va dire, en présentant un algorithme standard qui est, on va dire, la baseline un peu, qui est l'algorithme Fed Averaging. Et puis, je passerai donc à une présentation plutôt un petit peu de défis un petit peu spécifiques qui se posent dans le cadre de l'apprentissage fédéré, notamment autour de l'hétérogénéité des données et puis des questions de vie privée. Et donc, j'essaierai de présenter un petit peu à la fois des choses qui ont été faites dans ce sens et puis peut-être ce qui reste un petit peu à faire. Et j'essaierai de conclure autour de ces questions aussi un petit peu ouvertes. Voilà, donc on va commencer par essayer de comprendre ce que c'est que l'apprentissage fédéré. Et j'ai quand même rajouté un slide un petit peu au cas où. Je sais que le background et le profil un petit peu des gens qui, a priori, participent à ce séminaire est un petit peu varié. Et donc, juste pour au moins voilà, être sûr que tout le monde ait un petit peu le concept de base, un petit peu les idées de base du machine learning, de l'apprentissage supervisé en l'occurrence ici, qui est résumé un petit peu par ce slide plutôt visuel. Hein. C'est l'idée qu'on a envie de modéliser un certain phénomène. Par exemple, étant donné des données, on aimerait faire des prédictions sur ces données. Par exemple, je sais pas, des caractéristiques de patients, prédire quelle est la probabilité que ce patient contracte telle ou telle maladie. Et on a envie de faire ça automatiquement avec une machine, soit parce qu'on ne sait pas programmer explicitement, parce qu'on ne sait pas comment résoudre la tâche, soit parce que c'est juste trop complexe. Et donc, la manière dont on fait ça, c'est qu'on va typiquement récolter des données, c'est-à-dire on va concevoir des algorithmes qui apprennent par l'exemple. Donc, on va donner à l'algorithme une base d'exemples avec des points, ici par exemple des points rouges, des points bleus, donc deux classes, patients qui ont contracté la maladie, patients qui n'ont pas contracté la maladie par exemple, ainsi que leurs attributs un petit peu descriptifs. Et puis, on va donner ça en fait à un algorithme d'apprentissage qui va lui apprendre ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire quelque chose qui va être capable de faire des prédictions sur de nouvelles données, donc de généraliser à de nouvelles données. Et donc, ce modèle il va pouvoir prendre différentes formes, de choses très très simples comme un modèle linéaire ici qui est représenté dans un exemple en 2 dimensions où selon le côté du plan séparateur duquel on se trouve, on va prédire rouge ou bleu, d'accord, jusqu'à aller vers des modèles évidemment beaucoup plus complexes qui sont utilisés beaucoup actuellement dans certaines applications comme les réseaux de neurones profonds. Donc, on se place dans ce contexte-là, et comment est-ce qu'on fait du machine learning la plupart du temps dans le cas standard? Eh bien, en fait, ces données qui nous servent à apprendre, elles sont centralisées, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles soit, dans le cas le plus simple, sur la machine en question, sur mon ordinateur sur lequel je fais tourner mon algorithme d'apprentissage, soit dans un cas un petit peu plus général, dans un système intégré, on peut penser à un data center ou un cluster de machines, d'accord, donc quelque chose de potentiellement avec plusieurs machines, mais dans un système relativement bien intégré et unifié qui fait qu'on a accès aux données de manière directe et peu coûteuse, d'accord, sans restriction particulière. La limite de ça, c'est qu'en pratique, dans les problèmes réels, dans beaucoup de problèmes réels, les données, elles n'apparaissent pas dans un data center. Elles sont collectées quelque part à l'origine, et souvent, en fait, ces données sont collectées dans différents endroits auprès de différents parties, de différentes institutions. Donc, on peut penser à différents objets connectés, on peut penser à différents hôpitaux, on peut penser à différentes institutions ou entreprises, voilà, des choses comme des voitures autonomes, évidemment des smartphones, et ainsi de suite. D'accord ? Et donc, en fait, dans beaucoup de cas d'usage, les données, à l'origine au moins, elles ne sont pas du tout centralisées à un même endroit, mais elles se trouvent dans plein d'endroits différents qui sont vraiment là où, en fait, elles ont été collectées. D'accord ? Et donc, ce qui s'est fait traditionnellement, c'est aller récupérer ces données et puis les mettre dans un data center pour pouvoir apprendre bien tranquillement dessus. Et la limite de ça, c'est qu'on ne peut pas en fait toujours faire ça, ou on ne veut pas toujours faire ça. Et il y a peut-être deux raisons un petit peu principales ici sur lesquelles je vais insister, ou deux cas, on va dire, dans lesquels on ne veut peut-être pas forcément centraliser les données. La première, c'est quand l'envoi de ces données en fait, en tant que tel, le fait de collecter ces données, de les mettre sur un serveur, ça peut être très coûteux.
Donc, je sais que dans cette fierté, je crois qu'il y a des gens qui travaillent sur les véhicules autonomes. Je ne suis pas du tout spécialiste de cette application, hein, donc je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent beaucoup mieux que moi, mais je pense que c'est relativement, je pense, accepter le fait de dire que, par exemple, des voitures autonomes, ça va générer énormément de données. Chaque voiture va générer énormément de données localement. Et transférer ces quantités de données un petit peu en temps réel vers un serveur depuis tous les véhicules qui sont en service, ça va être, si ce n'est impossible, au moins très coûteux. D'accord, et sans doute pas la meilleure solution. Un deuxième cas, c'est plutôt les côtés un petit peu objets connectés, éventuellement sans fil, qui sont typiquement des objets qui ont peu de bande passante ou qui ont des contraintes un petit peu sur la batterie qui peuvent être limitantes. Et donc là, c'est pareil, même si les données peut-être ne sont pas si grosses en tant que telles, le fait de transmettre ces données, éventuellement continuellement ou régulièrement, c'est quelque chose qui a un coût et donc on peut avoir envie d'éviter au maximum. Et puis la deuxième grande motivation, qui est quelque chose qui m'intéresse énormément dans ma recherche, c'est quand les données sont considérées comme trop sensibles pour être centralisées. Donc on peut penser à tout ce qui est données personnelles, d'accord, où on voit évidemment depuis quelque temps à la fois une prise de conscience un petit peu publique et puis également des lois de plus en plus restrictives, en tout cas qui encadrent la collecte et les traitements de données, notamment quand ces données sont des données personnelles, donc qui ont trait à des individus. On peut penser par exemple ici à des données de patients, évidemment, par exemple, dans un cadre médical. Et puis il y a aussi d'autres cas, plutôt dans des aspects, on va dire, plus business ou même de recherche, où en fait, le fait de garder le contrôle de ces données peut apporter un avantage compétitif, et donc le fait de les centraliser ou de les mettre au même endroit et de les combiner avec d'autres peut rencontrer des réticences. Et donc on peut le voir dans des cas, encore une fois, plus dans des entreprises où éventuellement différentes entreprises pourraient avoir un intérêt à collaborer en mettant en commun leurs données pour apprendre des choses intéressantes, par exemple, je ne sais pas, mieux catégoriser leurs clients. Sauf que, évidemment, révéler aux autres entreprises ces données clients, c'est généralement un problème. Et c'est le cas aussi dans la recherche, et notamment, par exemple, dans la recherche médicale, où les hôpitaux, par exemple, au sein des hôpitaux, les services passent énormément de temps à collecter des données, à les nettoyer. Et c'est ce qui leur permet également de publier, de faire des études et de publier. Et donc, les gens en question, les chercheurs ne voient pas forcément d'un très bon œil le fait de mettre ces données dans un pot commun, parce qu'il y a une sensation de perte de contrôle de ces données, et puis peut-être le sentiment qu'on se passe de l'expertise qu'ils ont développée, évidemment, parce que c'est eux qui connaissent les données. D'accord, donc voilà un petit peu les deux grandes motivations, ou les deux cas de figure un peu principaux dans lesquels on veut éviter de centraliser les données. D'accord. Donc, si on évite de centraliser les données, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, une approche complètement extrême serait de dire je vais juste apprendre localement. OK, par exemple, chaque hôpital va juste utiliser les données des patients de cet hôpital pour faire des études scientifiques, par exemple. Mais évidemment, ça pose d'autres problèmes. Le problème que les données localement dans beaucoup de cas d'application, vont être très petites. Là, on peut aussi penser à des cas un petit peu objets connectés, etc. Donc ça, du point de vue machine learning, ça va faire que les modèles vont pas avoir une performance prédictive très bonne, et par exemple vont surapprendre, ce qu'on appelle overfitting en anglais. Donc en gros, on va apprendre des modèles qui ne sont pas très loin d'être aussi performants que si on avait appris sur toutes les données. Ou bien dans des contextes plutôt explicatifs, un petit peu type, justement, encore une fois, ces études médicales, on va avoir des résultats, par exemple, qui vont avoir une significativité statistique mauvaise, insuffisante, pour tirer des conclusions, par exemple, sur le fait que tel critère a une influence significative sur telle maladie ou tel traitement, etc. Une autre raison qui peut poser des problèmes dans un cadre où on apprend vraiment avec des données uniquement locales, même si elles sont potentiellement très volumineuses. Un problème possible, c'est que ces données peuvent être biaisées, dans le sens où comme elles sont collectées localement, elles peuvent ne refléter qu'une partie, par exemple, du phénomène qu'on cherche à couvrir. Par exemple, elles peuvent être représentatives qu'une partie de la population. Encore une fois, si je continue avec cet exemple un petit peu médical, un hôpital donné, il va avoir une certaine catégorie de patients
parce qu'il est localisé dans une certaine région, dans un certain pays, et donc les caractéristiques des gens qui vont se présenter dans cet hôpital va être particulière. Et éventuellement, les habitudes de traitement, la prise en charge des patients va aussi être différente d'un hôpital à un autre. Et donc, si j'apprends au niveau d'un hôpital, je ne vais pas pouvoir généraliser nécessairement très très bien à d'autres populations de patients ou bien à d'autres types de prise en charge. D'accord, donc ça, c'était vraiment pour planter le décor. Et donc, on a envie de finalement, si on veut concilier ces deux aspects, on a envie de pouvoir apprendre sur toutes les données, mais sans les partager. D'accord. Et donc, en fait, à un haut niveau, en tout cas au sens général du terme, l'apprentissage fédéré vise justement à ça, c'est-à-dire que c'est l'idée de permettre à un ensemble de participants d'apprendre un modèle de machine learning de manière collaborative, tout en gardant leurs données localement, donc sans les mettre, par exemple, les centraliser sur un serveur. D'accord, donc c'est assez général. Alors, je peux donner, tout à l'heure, je parlerai d'algorithmes un petit peu plus précis et spécifiques, mais je peux déjà donner un petit peu les grandes lignes de comment ça peut marcher. Et donc, ça va souvent marcher un petit peu de la manière suivante. Alors ici, je prends un cas un peu spécifique où j'utilise quand même un serveur ou un agrégateur ou un coordinateur qui va me permettre d'orchestrer un petit peu le protocole. On verra dans la suite que ce n'est pas nécessaire, en fait, mais ici, je prends ce cas de figure. Donc, ce serveur, il va simplement coordonner le calcul et faire des agrégations, mais il ne va jamais collecter de données. Et donc, la manière dont ces algorithmes typiquement fonctionnent, encore une fois, en restant assez général, évidemment, tout le monde va se mettre d'accord pour dire je veux apprendre voici les types de données qu'on va utiliser, le type de feature, et puis voilà le type de modèle qu'on a envie d'entraîner, un modèle linéaire, un réseau de neurones, etc. Puis ici, j'ai pris un petit dessin qui est censé rappeler un réseau de neurones, par exemple. On va avoir une initialisation des paramètres de ce modèle. Et puis, on va avoir un processus itératif qui va fonctionner de la manière suivante. En fait, chaque participant va localement, en utilisant ses propres données, calculer une mise à jour du modèle pour typiquement faire que le modèle change de manière à être meilleur, à mieux prédire les données locales de ce participant. Et donc, chaque participant fait ça en parallèle. Et ensuite, ces modèles vont être partagés, ces paramètres de modèle ou ces mises à jour de modèle vont être partagés et agrégés ici par le serveur central, qui va constituer une nouvelle version du modèle global, du modèle partagé, qu'il va renvoyer à tout le monde, afin que chaque participant mette à jour sa copie, et puis on continue comme ça. Et puis on va pouvoir montrer, typiquement, en tout cas, on va pouvoir concevoir des algorithmes dont on peut montrer, par exemple, qu'ils vont converger, si je fais assez d'itérations, qui vont converger vers exactement la même solution ou une solution de même qualité que celle que j'aurais obtenue si j'avais appris directement sur les données centralisées. D'accord, donc l'idée est un petit peu simple, et évidemment, l'objectif ici, c'est que ce qu'on veut, évidemment, c'est qu'à la fin, le modèle qu'on obtient, il soit aussi bon que le modèle centralisé. Ça, c'est le cas un petit peu idéal où on n'a pas de contraintes, peut-être en plus, qui peuvent être des contraintes liées à la protection de la vie privée, par exemple, j'y reviendrai. Mais à tout le moins, s'il n'est pas aussi bon que le modèle centralisé, on veut évidemment qu'il soit meilleur, au moins que ce que chaque participant peut apprendre de son côté. D'accord ? Parce que sinon, évidemment, il n'y a pas d'intérêt à collaborer, je peux simplement apprendre dans mon coin. Voilà. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'obtenir un niveau de performance qui va être proche ou équivalent à une solution centralisée, mais sans partager ces données. Voilà, j'espère que le concept un petit peu général ici est suffisamment clair. Je peux éventuellement faire une petite pause à cet endroit s'il y a déjà des questions. Le fait que tout ne soit pas encore très précis dans ces différentes composants, et notamment algorithmiques ici, est normal. Hein, je reste pour l'instant dans les grandes lignes et je vais évidemment ensuite rentrer dans les détails, à la fois algorithmiques et puis un petit peu sur comment ces données sont distribuées, quelles sont les difficultés qui sont afférentes à cette approche. Ok, je n'ai pas l'impression qu'il y a de questions. Oui, oui, pardon. Oui, j'ai une question naïve. Comment est-ce qu'on s'assure en fait que les modèles locaux on vérifie en fait que les modèles locaux sont moins bons
que le central? Alors, on peut avoir, dans certains cas, il y a différentes manières de traiter ce problème-là. Il y a une approche éventuellement théorique, donc on peut montrer dans certains cas, en fonction de la quantité des données qui sont présentes localement et de certaines hypothèses sur la distribution des données, et ainsi de suite, et en utilisant certains algorithmes, on peut avoir des garanties formelles que ça va être meilleur. Notamment parce que, de manière générale, en machine learning, plus on a de données, mieux ça marche, pour simplifier, et donc ça va quand même souvent être le cas, même si on verra qu'il y a des cas un petit peu particuliers où, quand les données vont être très hétérogènes, ça ne va pas forcément être le cas, donc j'y reviendrai. Et sinon, évidemment, c'est quelque chose qui peut être mesuré localement. Le modèle un petit peu global qui est appris, là, à chaque itération, il est redescendu au niveau de chaque participant, afin qu'il puisse calculer une mise à jour du modèle. Et donc, chaque participant peut tout à fait, évidemment, avoir entraîné à côté un modèle purement localement, et puis calculer sur un petit ensemble de validations ou de tests pour vérifier effectivement que le modèle appris avec l'apprentissage fédéré est meilleur que le modèle qu'il aurait appris tout seul. Et puis sinon, du coup, se rabattre sur le modèle local. Une petite question. Ma question, excusez-moi, ma question, ce que j'avais derrière dans la tête, c'était de savoir quelles infos étaient partagées justement sur cet aspect-là, sans partager les données. Donc, ce qu'on partage, j'y reviendrai encore une fois quand j'irai un petit peu plus dans les détails d'algorithmes spécifiques, mais ici, ce qu'on partage, c'est principalement les paramètres des modèles. D'accord ? Donc, c'est uniquement ça qui est échangé. Les participants se sont mis d'accord en amont sur quelle forme de modèle allait être apprise, et évidemment le schéma de données, c'est-à-dire, voilà, il y a telle feature qui décrivent les données, le premier feature c'est ça, et ainsi de suite. OK, on suppose que tout le monde s'est mis d'accord pour représenter ces données de la même manière, et sur le choix du modèle. Et ensuite, ici, là, et ça va être le cas dans la plupart des algorithmes, on ne va transmettre que des paramètres de modèle et jamais les données elles-mêmes. Une question concernant l'élimination du biais local. Comment vous y prenez? Parce que forcément, dans l'environnement local, il y aura des petites spécificités. Oui, bien sûr. Donc qui ça, peuvent impacter. Exactement. Et donc ça, c'est de manière générale une question importante et qui se pose. Et donc, je vais évidemment revenir là-dessus. Donc, peut-être que on peut y revenir un petit peu après, mais ça fait partie des choses dont je vais parler relativement longuement dans la suite. J'ai une question un peu complémentaire liée aux différents calculs décentralisés. Est-ce que les participants ont le même poids, ou est-ce qu'on peut avoir des participants locaux qui vont avoir plus de poids, plus de données? Oui, pareil, donc je vais y revenir dans un instant, mais bien sûr, donc de manière générale, on va pouvoir donner des poids potentiellement différents à différents participants. Et le cas classique, c'est déjà de donner un poids aux participants qui est proportionnel à la taille de ces données, pour éviter que, évidemment, quelqu'un qui a très peu de données ait autant de poids à la fin que quelqu'un qui en a peu, mais j'y reviendrai. On va pouvoir aussi faire des choses où on apprend des modèles qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, etc. Donc, je vais revenir ensuite et parler de toutes ces variations. Donc, encore une fois, là, l'objectif, c'était vraiment de donner une première vue très, très haut niveau du principe, on va dire. Mais évidemment, on va rentrer plus dans les détails là dans la suite. Juste une petite question rapide, désolé. Est-ce que, du coup, en fait, de ce que je comprends de ce modèle-là, en fait, il n'est pas possible d'utiliser des features différentes en fonction des sous-modèles? C'est-à-dire, un téléphone peut avoir certaines features et un autre téléphone d'autres. On ne peut pas rassembler ces features pour améliorer l'algorithme. Dans le cas général et la plupart des choses dont je vais parler ici, non, même si c'est des choses qu'on peut faire. Donc, on peut assez facilement paramétriser les choses de manière à avoir une combinaison, par exemple, d'un modèle local et d'un modèle global, ou de paramètres qui sont globaux partagés avec des modèles qui sont éventuellement locaux et qui peuvent par exemple, s'appuyer sur des features qui sont uniquement disponibles sur chaque nœud. Donc, je ne vais pas forcément parler trop de ça, j'imagine, dans la suite, même si quand je vais parler de modèles personnalisés, on va quand même aller un petit peu potentiellement dans cette direction-là, mais c'est tout à fait possible effectivement de s'appuyer sur des features complémentaires potentiellement, ou une combinaison d'un modèle global et d'un modèle local sur les différents nœuds. Ok, merci. Ok.
s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais continuer et ça permettra aussi sans doute de clarifier un certain nombre de points qui ont été évoqués. Je voulais revenir quand même sur quelque chose que d'ailleurs Georges a évoqué dans sa présentation, sur évidemment qu'est-ce que c'est, quelle est la différence avec ce bon vieil apprentissage distribué, qui est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps, avec l'idée de en fait, essayer d'accélérer les calculs en distribuant les données sur différents nœuds, sur différents workers, par exemple dans un centre de données. D'accord ? Et donc, c'est ce que j'entends ici par apprentissage distribué, donc par opposition à l'apprentissage fédéré. Et donc, qu'est-ce qui est vraiment différent là-dedans ? Il y a des différences qui sont importantes et qui, en fait, posent des défis spécifiques à l'apprentissage fédéré. La première chose, c'est au niveau de la distribution des données. Et donc, en particulier, quand on fait de l'apprentissage distribué, les données, en fait, à la base, sont bien centralisées, c'est-à-dire qu'elles sont stockées, par exemple, sur une machine ou sur un data center, un cluster de machines. Donc, on a vraiment accès aux données centralisées. L'objectif, c'est d'apprendre plus vite. D'accord ? Et comme l'objectif, c'est d'apprendre plus vite et qu'on a accès aux données, typiquement, la manière dont on va distribuer les données sur les différents workers, ça va être de le faire de manière uniforme. D'accord ? Donc, typiquement, uniformément, aléatoirement et uniformément, parce que c'est ça qui va être le plus rapide. En fait, si tous les workers travaillent sur une partie des données qui, quand même, se ressemblent par rapport aux autres, à la même taille et puis a priori distribuées à peu près pareil, eh bien, je vais pouvoir paralléliser beaucoup plus parce que je vais avoir besoin de moins communiquer et donc je vais pouvoir entraîner plus vite. D'accord ? Donc, ce qui est fait en apprentissage distribué classique, c'est généralement, quand on distribue les données, parfois il y a un partage d'accès aux données où carrément tous les workers ont accès à toutes les données, mais dans les versions où on partage les données entre des différentes machines, eh bien, on le fait de manière uniforme. Alors qu'en fédéré, puisque les données sont ici naturellement distribuées, elles ne sont plus centralisées au départ, elles sont vraiment distribuées naturellement et elles le sont parce qu'elles sont en fait collectées, générées localement. Et donc ça, en pratique, ça fait que ces données, elles ne sont pas du tout distribuées de manière identique et indépendante, qui est l'hypothèse classique qui est faite en machine learning habituellement, et y compris en apprentissage distribué. Et ça va être des données qui vont être aussi déséquilibrées. C'est-à-dire que je vais, dans la plupart des cas, je ne vais pas du tout avoir chaque participant qui a le même nombre de points d'apprentissage. Je vais avoir des gros déséquilibres. D'accord ? Donc ça, cet aspect de la distribution des données, c'est un point qui est très, très, très important et qui, on va le voir, qui pose des défis spécifiques, notamment algorithmiques, et sur la convergence des algorithmes, sur le fait de pouvoir retrouver efficacement un modèle aussi bon que le modèle centralisé. Voilà. Donc c'est une différence très importante sur laquelle je voulais insister ici. Il y a d'autres choses qui se rajoutent par-dessus. Le fait, on en parlera tout à l'heure dans la dernière partie, le fait de potentiellement avoir des contraintes de confidentialité. Évidemment, quelque chose qui ne se pose pas dans l'apprentissage distribué, puisque j'ai accès aux données de manière centralisée à la base. Donc, je n'ai pas de raison de vouloir protéger des informations, mais en fait, en apprentissage fédéré, on va avoir beaucoup de cas où les participants sont d'accord pour qu'on apprenne un modèle global utile pour tout le monde, mais ne veulent pas révéler des informations trop précises sur leurs données individuelles. Il y a aussi des défis un petit peu liés au fait qu'en apprentissage fédéré, on n'est pas dans un contexte de data center ou de cluster, donc on va avoir des participants qui, dans certains cas, peuvent être par exemple des smartphones ou des objets connectés, donc ils ne vont pas être toujours disponibles, pas toujours connectés, pas toujours fiables. D'accord ? Et puis, si on envisage aussi l'apprentissage fédéré comme un système potentiellement ouvert, d'accord, déployé au niveau de, par exemple, de smartphone, d'une application smartphone, eh bien, on peut avoir aussi des questions qui se posent sur éventuellement des participants malicieux, c'est-à-dire des participants qui se mêleraient à la fête, soit pour biaiser l'apprentissage dans une direction qui les intéresse, soit pour simplement faire rater le processus. Et donc, il y a des questions aussi autour de comment est-ce qu'on peut être robuste à peut-être des participants un petit peu, des adversaires qui se glisseraient dans le processus. Et encore une fois, toutes ces choses-là ne se posent pas du tout dans un cas data center distribué où on a confiance en l'infrastructure et où l'infrastructure est très fiable.
Ok, donc j'espère que ça, ça aide aussi un petit peu à bien différencier ça donc des approches distribuées classiques. Avant de passer à un algorithme un petit peu plus en détail, je voulais introduire un petit peu de terminologie aussi et un certain nombre de contextes un petit peu différents qu'on peut rencontrer en apprentissage fédéré, et notamment la distinction entre ce qu'on appelle généralement cross-device et cross-silo. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cross-device federated learning? C'est un cas où justement on a, pensez au cas peut-être smartphone ou objet connecté, d'accord, où on a un très très grand nombre potentiellement de participants. Des milliers, des centaines de milliers, des millions, peut-être même plus. Et où par contre, chaque participant typiquement a peu de données parce que ça correspond peut-être à une personne ou un utilisateur. Et donc, dans le cas extrême, chaque participant peut avoir un seul point qui représente sa donnée personnelle, par exemple. Ça va être des contextes où on va retrouver, encore une fois, comme c'est des objets connectés, un peu de masse, potentiellement, les gens ne sont pas toujours connectés, ils n'ont pas toujours un accès réseau, parfois ils éteignent leur téléphone, voilà. Donc on va avoir à gérer ce type de contraintes. Et puis là encore, si on voit ça comme un système ouvert, certains participants vont peut-être vouloir mal se comporter, et donc il va falloir peut-être tenir compte de ça. À l'inverse, ce qu'on va appeler plutôt le cross-silo, apprentissage fédéré cross-silo, ça va être un cas où on a beaucoup moins de participants, de l'ordre de moins de 10 ou peut-être de l'ordre d'une centaine. Donc là, on peut penser à des choses, par exemple, type collaboration entre hôpitaux, d'accord, ou entre entreprises d'un secteur donné, ou institutions de différents pays, etc. Et où là, on considère par contre un cas où, du coup, on a peu de participants, mais qui ont typiquement potentiellement beaucoup de données, qui sont fiables, qui sont peut-être quasiment toujours disponibles au cours de l'apprentissage, ne se déconnectent pas, et ainsi de suite. Et puis, typiquement, qui vont être aussi honnêtes. Donc, on va, dans pas mal de ces cas cross-silo, on va supposer en fait qu'il y a une incitation naturelle aux différentes personnes de participer et de se comporter de manière honnête dans le processus. Et donc, on va moins avoir, en tout cas, ce problème de potentiellement avoir à gérer des participants qui ont un comportement malveillant. Et puis la dernière un petit peu différence un petit peu sur laquelle je veux insister, c'est plutôt sur le côté, on va dire, architecture réseau, entre un type d'approche qui va être orchestré par un serveur, et ça correspond un petit peu à ce que j'ai présenté précédemment dans le petit exemple, où on a en fait un serveur qui, encore une fois, ne collecte pas de données, n'a pas de données en local, mais se pose en intermédiaire pour finalement orchestrer le processus, agréger les contributions des différents participants selon un modèle un peu client-serveur, et qui a un avantage, donc, parce qu'évidemment, avoir une coordination globale, ça va simplifier beaucoup la conception des algorithmes. Par contre, le fait que de s'appuyer sur un seul serveur va créer un point de faiblesse, et peut devenir aussi un goulot d'étranglement. Donc, si on est dans des cas justement cross-device où on a un très grand nombre de participants, le fait que le serveur ait à interagir avec des milliers, des millions de participants, en fait, rapidement, on va se retrouver dans une situation où le serveur est plutôt un goulot d'étranglement, c'est-à-dire une source de ralentissement et potentiellement de points de faiblesse pour les algorithmes. Et donc, une autre approche, c'est une approche qui est dite totalement décentralisée, où là, on élimine le serveur et on s'appuie sur des communications qui sont pair à pair entre les participants directement. Donc, le désavantage de ça, c'est qu'on ne va plus avoir de coordination globale et on va uniquement avoir des communications locales. Donc, l'idée, un petit peu, c'est qu'on va considérer un graphe dont les nœuds sont les participants et puis les arêtes indiquent que ces deux participants peuvent s'échanger des messages, et on va typiquement avoir envie de d'exécuter des algorithmes sur un graphe qui va être relativement parcimonieux, avec peu d'arêtes, de manière à ce que chaque participant n'ait à envoyer des messages ou à communiquer qu'avec un petit nombre d'autres participants. Et néanmoins, les agrégations l'information va se propager dans ce graphe, dans le réseau, et au final, on va également pouvoir faire des algorithmes qui convergent vers les mêmes solutions, potentiellement avec plus de rangs d'interaction, mais par contre avec des communications qui sont vraiment plus locales, donc qui peuvent être beaucoup plus efficaces, et notamment avec un passage à l'échelle qui peut être naturellement bien meilleur quand on a un très grand nombre de participants, puisque finalement on peut
fonctionner avec un graphe où le degré de chaque nœud va être petit, logarithmique, voire même constant en le nombre de participants, alors que dans le cas de gauche, on a un serveur qui, lui, est connecté à tout le monde. Voilà. Donc, je parlerai un petit peu aussi de ces deux types d'approches, pour lesquels on peut avoir des algorithmes qui vont résoudre le même type de problème et converger vers le même type de solution. Très bien. Avant de passer donc à un exemple d'algorithme un peu plus concret et à définir quelques notations formelles, je voulais juste insister sur le fait que l'apprentissage fédéré, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Le terme a été introduit en 2016 par Google, des chercheurs de Google Research. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, par exemple, en 2020, il y a eu plus de 1000 papiers sur l'apprentissage fédéré seulement sur les premiers 6 mois, comparé à, par exemple, 180 en 2018. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. C'est quelque chose pour lequel on voit des déploiements réels par notamment certaines entreprises, dont Google et d'autres grandes entreprises de la tech, mais pas seulement aussi. Il y a pas mal d'entreprises de différents domaines, dans des domaines médicaux, pharmaceutiques et dans d'autres types de domaines qui regardent ces choses de très près. Et puis, on voit des déploiements aussi à but de recherche, notamment pour essayer de faire des études médicales, par exemple, en collaborant entre différents instituts médicaux. Et donc, en l'occurrence, je m'intéresse à ce type d'application depuis quelques temps, avec des collaborations avec des CHU. Il y a un certain nombre de librairies open source qui sont en train d'être développées. Donc, vous avez peut-être entendu parler de PySift, de TensorFlow Federated, Fate, Flower, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui existent, dont certaines ne sont pas encore tout à fait à maturité, mais qui permettent quand même de faire déjà un certain nombre de choses. Et puis, autre point un petit peu intéressant, c'est que l'apprentissage fédéré est évidemment très multidisciplinaire comme sujet, puisqu'il y a typiquement du machine learning. On va avoir beaucoup de questions liées à l'optimisation, comme de manière générale en machine learning, mais qui vont poser des problèmes spécifiques en termes d'optimisation numérique. Des questions évidemment liées à la sécurité, la confidentialité, la vie privée, des questions liées au réseau, au système distribué, et éventuellement aussi aux questions plus hardware. D'accord, donc c'est très varié, et c'est aussi ça qui rend, à mon avis, le sujet intéressant. Et donc, ce n'est pas toujours aussi si simple de suivre ce qui se passe, et donc le but un petit peu aussi de cette présentation, c'est de donner un certain nombre un petit peu catégoriser les choses déjà comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, et puis maintenant de regarder un petit peu, d'essayer de diriger, de vous aider peut-être à vous aiguiller un petit peu dans ce domaine dans lequel, avec tellement de papiers qui sortent en permanence, ce n'est pas toujours facile de tout suivre, y compris pour les gens qui travaillent sur ce sujet. Ok, donc si vous le voulez bien, peut-être que je referai un temps de questions un tout petit peu après, mais peut-être que c'est bien là de passer à un algorithme concret, comme ça va permettre aussi de fixer un petit peu plus les idées plus précisément. Et ça suscitera sans doute aussi de nouvelles questions à ce moment-là. Je vois juste que sur le chat, il y avait une question que je peux répondre rapidement. Un exemple de use case impliquant beaucoup de participants. Le cas de déploiement par Google, c'est typiquement un modèle de langue pour prédire les prochains mots que les gens vont taper sur leur smartphone. Et donc ça, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de données pour cerner les habitudes émergente des utilisateurs, et quelque chose qui doit être aussi mis à jour fréquemment. Et évidemment, et donc Google a déployé ça, et donc fait ça sur, en gros, les utilisateurs d'Android. Donc ça représente des millions et des millions de devices. Voilà pour un exemple très, très concret. Donc passons à un algorithme un petit peu concret, peut-être pour, encore une fois, peut-être là, maintenant, fixer les idées et voir les choses d'un point de vue un petit peu plus formel. Et donc, je vais introduire quelques notations. Donc, on va avoir un ensemble de participants ou de clients. Donc, on va en avoir K, grand K. Okay. Chaque participant petit k va avoir un jeu de données local. D'accord. Donc, je vais le noter dk, et puis il va consister de nk points. D'accord. Donc, encore une fois, nk n'est pas forcément le même pour tous les participants. Certains participants ont plus de données que d'autres. Je vais noter le jeu de données complet par D, c'est l'union de tous les jeux de données locaux, d'accord. Et donc ça, c'est juste une notation où je ne vais jamais constituer ce dataset global. Encore une fois, je ne vais jamais centraliser les données. Et donc, je noterai petit n, qui est la somme des nk. Donc ça, c'est le nombre de points total quand on somme tous les points de tous les participants. Et la manière dont on va formuler le problème ici, qui est une manière très très courante de formuler les problèmes de machine learning et qui ont un avantage important, qui est celui de
la généralité, c'est-à-dire qu'on peut attaquer beaucoup de problèmes en machine learning en formulant les choses comme un problème de minimisation du risque empirique ou un problème d'optimisation, où on a des paramètres qui décrivent les paramètres du modèle qu'on veut apprendre, que je note ici θ. Et puis, le problème d'apprentissage va se résumer à trouver les paramètres qui minimisent une certaine fonction de coût sur les données. Et donc, notre fonction de coût ici, elle va en fait se découper comme une somme de fonctions de coût locales pour chaque participant. Donc, je vais en fait vouloir minimiser la somme des coûts locaux. Donc, FK ici, c'est quelque chose qui est propre au participant K, qui ne dépend que des données du participant K, et qui est petit si le modèle avec les paramètres θ en fait, prédit bien les données de cet utilisateur, de ce participant. D'accord ? Et là, on revient sur la question de la pondération. Ici, par défaut, on va mettre une pondération qui est nk sur n, donc de manière à donner un poids à chaque participant qui est proportionnel à la quantité de données qu'il a par rapport aux autres. D'accord ? Et donc, chaque fonction de coût local, typiquement, va se décomposer elle-même comme une somme sur tous les points appartenant à ce jeu de données, avec une certaine fonction de ce qu'on appelle une fonction de perte, typiquement ici f. Encore une fois, qui dit à quel point le modèle avec les paramètres θ est performant pour prédire la donnée D. OK ? Donc, θ, ça va être les paramètres de modèle. Je ne vais pas spécifier ici de quel type de modèle on parle, parce qu'en fait, du coup, cette formulation permet de s'attaquer à pas mal de choses. Donc, on peut faire des modèles linéaires, la régression logistique, par exemple, ou on peut faire des choses type apprentissage de réseaux de neurones profonds qui se formalisent exactement de cette façon-là. D'accord ? Donc, où évidemment, ensuite, les fonctions f et fk vont être plus ou moins complexes en fonction du type de modèle qu'on va regarder. D'accord ? Donc, c'est vraiment notre fonction objective est vraiment une somme de coûts locaux, quelque part. Et donc, on veut trouver le modèle qui minimise, quelque part, la moyenne des coûts locaux, ou en tout cas pondéré par la taille de l'ensemble d'apprentissage de chaque participant. Donc, c'est relativement naturel comme formulation générale, d'accord ? Et ça permet de couvrir beaucoup de grands pans du machine learning supervisé en particulier. Donc, je vais pouvoir présenter maintenant l'algorithme Federated Averaging, qui est, on va dire, la baseline, qui est devenue la baseline, qui est un algorithme qui a été introduit en 2017, parfois appelé aussi maintenant Local SGD, Local Stochastic Gradient Descent. Donc, pour ceux qui connaissent Stochastic Gradient Descent, vous allez bien voir pourquoi dans une minute. Donc, cet algorithme, ici, il est dans le cas orchestration serveur, d'accord ? Donc, je vais avoir le serveur d'un côté qui va faire des choses, et puis je vais avoir les clients qui vont faire des choses. Donc, du côté serveur, qu'est-ce qui va se passer ? Le serveur va initialiser les paramètres du modèle arbitrairement, et puis ensuite, à chaque round de communication, il va éventuellement tirer un certain nombre de clients qui vont participer à ce round, qui est quelque chose d'optionnel. On peut éventuellement faire que tous les clients participent à tous les rounds. Ça dépend un petit peu des cas d'usage. Et puis, ce qu'on va demander, c'est que chaque client en parallèle, eh bien, il va calculer une mise à jour de son modèle. D'accord ? Donc, le client K, il va prendre le modèle courant θ et il va renvoyer une mise à jour de modèle θk calculée sur ces données. Je vais, dans un instant, montrer à quoi ressemble cette update, concrètement. Et ensuite, le serveur, à la fin du round, il va prendre les updates locales, il va les moyenner proportionnellement au poids des participants, et ça va nous donner le nouveau modèle. D'accord ? Et puis ensuite, on continue un certain nombre de rounds jusqu'à convergence, par exemple. De l'autre côté, on a ce qui se passe sur le client. Donc, comment est-ce qu'un client met à jour son modèle ? Eh bien, il va faire un certain nombre de mises à jour locales du modèle avec des paths gradients. Donc, en fait, comme souvent en machine learning, on va supposer que la fonction de coût, la fonction de perte, elle est différenciable. Et donc, étant donné les valeurs de paramètres à un instant T, je peux calculer un gradient qui va me donner quelque part la direction vers laquelle je peux modifier les paramètres afin de réduire le coût local. D'accord ? Et donc, ce que vont faire les clients, c'est qu'ils vont faire un certain nombre d'étapes de SGD locales. Donc, donc, ici, on va faire L étapes locales. Donc, chaque client en parallèle va tirer un mini-batch d'exemple depuis son jeu de données local et puis faire une mise à jour de type descente de gradient stochastique pour mettre à jour les paramètres du modèle global. Et puis, il va faire ça L fois pour essayer quelque part de modifier les paramètres du modèle pour que
pour que le modèle soit meilleur à prédire les données locales. D'accord? Et puis, une fois qu'il a fini, il renvoie le θ au serveur. Tous les clients font ça et en moyenne. OK? Donc, c'est vraiment l'instanciation un petit peu du mécanisme un petit peu général que j'avais esquissé tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent des choses classiques comme parallèle SGD, qui est une manière classique de faire justement du SGD distribué sur un cluster, eh bien, si on prend L égale 1, c'est-à-dire chaque client ne fait qu'une seule update, qu'un seul pas de gradient, et puis qu'on prend ρ égale 1, ρ, donc c'est le nombre de la proportion de clients qui sont tirés à chaque fois, donc si je prends ρ égale 1, c'est-à-dire que j'utilise tous les clients à chaque fois, eh bien, c'est exactement équivalent à un algorithme SGD parallèle, c'est-à-dire qu'au lieu de calculer les gradients de manière centralisée, j'ai distribué quelque part le calcul de gradient, et puis ensuite, j'agrège ces gradients, et je mets à jour le modèle d'une manière synchronisée à chaque fois. D'accord ? Donc là, on est dans un cas où on retrouve quelque chose de connu, quelque part. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que ça va demander de communiquer vachement souvent. Et donc, finalement, les clients vont faire très peu de travail localement et vont devoir communiquer souvent. Et souvent, c'est la communication qui va être la plus coûteuse, comme à peu près toujours dans les algorithmes distribués de manière générale. Et donc, le fait de pouvoir faire plusieurs updates locales, donc mettre L à une valeur plus grande que 1, va permettre à chaque client de faire plusieurs pas de gradient local, donc faire plus de travail localement, avant de communiquer. D'accord ? Et donc, on va avoir potentiellement un meilleur ratio entre combien de fois j'ai besoin de communiquer et la qualité du modèle que j'obtiens. OK. On peut voir ça un petit peu en pratique. Donc là, c'est un petit exemple qui montre un petit peu justement la différence entre federated SGD, qui est le cas où on prend L égale 1, qui est en bleu ici, et puis federated averaging, où on prend L plus grand que 1. Et ce qu'on voit ici, c'est le test accuracy, donc la qualité en gros du modèle sur de nouvelles données, du modèle qui est appris sur de nouvelles données, en fonction du nombre de rampes de communication. Et on voit que justement, dans certains cas, dans ce cas-là, notamment, eh bien, le fait de faire plusieurs updates locales va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. En tout cas, si la vitesse est mesurée comme le nombre de rampes de communication, qui encore une fois est souvent ce qui coûte le plus cher. Donc, cette idée de faire plus de calculs locaux, plus de mises à jour locales, c'est intéressant. Dans certains cas, ça généralement permet aussi de mieux généraliser. C'est ce qui a été un petit peu observé par rapport à faire du SGD avec juste un plus grand mini-batch, c'est-à-dire de faire un seul pas, mais en prenant des gros batchs. Et on peut garantir la convergence quand on fait ce type de choses-là vers le modèle optimal, c'est-à-dire le modèle qui minimise le coût global, c'est-à-dire le modèle qu'on aura obtenu en cas centralisé. On peut avoir une convergence vers ce modèle, montrer que l'algorithme converge vers ce modèle optimal quand les données sont IID, malheureusement, entre guillemets. Donc, quand les données sont en fait distribuées de manière uniforme sur les participants. Et en fait, ce qu'on va voir dans la suite, ça va être un des défis un petit peu sur lesquels je vais insister, c'est le problème, par contre, quand on a des données qui sont très hétérogènes, très distribuées de manière très non IID. Et donc, on va voir un petit peu plus tard comment, qui est encore une fois généralement le cas en apprentissage fédéré, et donc on va voir un petit peu dans la suite comment on peut éventuellement attaquer ce problème. D'accord ? Donc là, cette figure montre un cas un peu idéalisé, où effectivement faire plusieurs updates locales aide, mais en fait, parfois, il y a quand même un compromis, et si on fait trop d'updates locales ou si les données sont trop hétérogènes, on va avoir des problèmes. Donc, on va converger typiquement, mais vers un modèle qui n'est pas le modèle optimal. Avant de prendre peut-être quelques questions, je peux évoquer comment est-ce qu'on adapte ça au cas, un petit peu rapidement peut-être, comment est-ce qu'on adapte ça à un cas complètement décentralisé. Donc, comment est-ce qu'on fait du complètement décentralisé ? En fait, on peut utiliser le même principe, sauf qu'on ne va plus avoir un serveur qui agrège les updates. On va avoir, donc, comme je le disais tout à l'heure, un graphe dont les nœuds sont les participants et puis les arêtes disent si deux participants KL peuvent échanger les messages. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des agrégations ici qui ne vont plus être globales, mais qui vont être uniquement en moyennant avec les voisins dans le graphe. D'accord ? Et donc, la manière dont on définit ça formellement, c'est qu'on va avoir une certaine matrice W, qui est une matrice symétrique et doublement stochastique, donc ces lignes et ces colonnes somme à 1. Les valeurs sont non nulles uniquement pour les nœuds qui sont connectés.
Et donc, ce qui va se passer dans les algorithmes complètement décentralisés, c'est que chaque participant va avoir une certaine version du modèle. Le nœud 1 va avoir un modèle θ1. Et la manière dont on va agréger les modèles des différents participants à chaque itération, ça va être en faisant une agrégation pondérée entre les voisins dans le graphe. Et donc, au lieu d'avoir un serveur qui agrège tous les modèles, on va faire des opérations qui ont cette forme où on va en fait multiplier la matrice W par θ, ce qui revient à mettre à jour le modèle du nœud K comme étant une somme pondérée des modèles de ce nœud et de ses voisins. D'accord? Donc, c'est vraiment un petit peu l'idée qui permet de généraliser ces algorithmes. C'est de dire, je ne fais plus une agrégation globale des modèles, mais je fais uniquement une agrégation locale avec mes voisins. D'une manière qui, néanmoins, va quand même nous permettre d'avoir des résultats de convergence. Donc, il y a des algorithmes qui sont des versions, justement, complètement décentralisées de ce local SGD, qui fonctionnent, encore une fois, de la manière dont j'ai dit. Donc, chaque nœud initialise ses paramètres. À chaque round, chaque nœud prend un mini-batch de données, fait un pas de gradient par rapport à ses données, et puis on fait justement cette fameuse mise à jour, agrégation locale avec les voisins du modèle. Et on peut montrer que en alternant comme ça entre des updates locales et des agrégations locales également avec les voisins, eh bien, on peut converger vers la même solution que dans le cas avec un serveur, où par contre on va avoir une vitesse de convergence qui va dépendre potentiellement de la topologie du graphe. Donc plus le graphe est connecté, plus on va converger vite. Mais moins le graphe est connecté et moins on a de communication à faire. Et donc il y a des compromis un petit peu ici, mais en tout cas, on peut faire grosso modo la même chose sans serveur. C'est un petit peu le message principal ici. Et donc je suis allé un petit peu vite volontairement sur cette partie. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est un bon moment avant qu'on attaque la dernière partie, on va dire, qui est plutôt sur le côté défi. Je vois l'heure qui avance là. Hein, donc, ouais. Donc, on va peut-être prendre là maintenant une question pour viser qu'on termine vers 15h15, 15h20. Hein. Très bien. Moi, je m'adapte aussi un petit peu. Hein, du coup, c'est bien de prendre des questions. Et donc, je peux aussi aller sur la suite, là, donner plus ou moins de détails sur certaines choses. Donc, mais très bien pour prendre un nombre limité de questions peut-être maintenant pour avancer si c'est ce qui est le plus souhaitable. Alors, je vois une question dans le chat. Y a-t-il des versions gradient free de l'algo type algo génétique? C'est une bonne question. J'en connais pas. Donc, il y a des algos. J'ai quelques références à la fin. Des algorithmes qui ne sont pas basés sur des descentes de gradients, y compris par exemple pour apprendre des modèles typiquement qu'on ne peut pas optimiser avec des descentes de gradients comme par exemple les random forest. Donc, il y a des versions fédérées de ça, donc on peut trouver d'autres types d'algorithmes fédérés ou d'adaptation d'algorithmes existants dans le cas fédéré. Des aspects gradient free, donc effectivement algogénétique ou zero order optimization, etc. Ce type de choses-là, je n'en connais pas, mais il en existe peut-être et évidemment c'est pas parce que je n'en connais pas que à la fois ça n'existe pas ou que c'est pas intéressant, quoi. Mais c'est vrai que le gros de ce qui existe se concentre pas mal sur les approches effectivement basées sur la descente de gradient parce que c'est celle qui à l'heure actuelle domine pas mal dans la communauté machine learning, même si je suis d'accord avec le fait qu'il y a aussi plein d'autres choses qui peuvent être faites différentes et que les méthodes à base de gradient ne résolvent pas tous les problèmes, quoi. Ok. Je te propose de continuer, Aurélien. Ok, très bien. Donc cette dernière partie, je veux la consacrer un petit peu à des côtés un petit peu justement défis actuels. Donc quel type de questions les gens se posent et essaient de résoudre actuellement, et puis c'est des questions qui sont évidemment pas à l'heure actuelle pas encore totalement résolues, mais pour lesquelles il y a déjà eu des travaux. Et donc la première, c'est ce côté justement comment traiter efficacement le cas des données qui sont très hétérogènes, très non idées, dont on a vu, je l'ai évoqué un tout petit peu rapidement précédemment, que dans l'algorithme Federated Averaging dont j'ai parlé, on a un problème de ce qu'on appelle le client drift, c'est-à-dire que si je fais trop d'updates locales, eh ben, chaque client va partir un petit peu dans la direction qui est plutôt celle de son modèle optimal local, qui est évidemment pas ce qu'on cherche à obtenir, sinon on apprendrait uniquement localement. Et donc, quand je vais faire l'agrégation avec le serveur, si je fais trop d'updates locales, au lieu de converger vers le modèle vraiment qui est optimal X star ici, je vais me retrouver à converger vers la moyenne, en gros, des modèles locaux.
dans le cas extrême où je fais un nombre d'updates locales vraiment grand. D'accord ? Et donc, quand les données sont relativement uniformes, en fait, la moyenne des modèles locaux et X star, ça va coïncider à peu près. Mais quand les données sont très hétérogènes, ça ne va pas du tout coïncider. Et donc, potentiellement, je vais apprendre un modèle je vais converger, mais vers un modèle qui est, en gros, qui n'est pas aussi bon que celui que je pourrais apprendre. D'accord ? Et donc, une solution, évidemment, c'est de faire moins d'updates locales. Mais ça va me faire que je vais mettre vachement plus de temps à converger. Et donc, on peut essayer d'améliorer ça. Et donc, il y a tout un tas de littérature un petit peu qui vise à quantifier les vitesses de convergence en fonction du caractère non ID des données, avec des hypothèses un petit peu sur à quel point les fonctions de coût local sont liées entre elles. Donc ça passe typiquement par des hypothèses un petit peu sur le gradient, comme celle-ci. Je ne rentre pas dans les détails, mais qui est de dire à quel point, finalement, les gradients locaux sont différents entre eux et proches du gradient de la fonction de coût globale. Et puis des résultats un petit peu de convergence, justement, qui montrent, par exemple, pour Fed averaging, que eh bien, ce G et ce B, là, qui quantifient à quel point les données sont non ID, les fonctions de coût local sont différentes, eh bien, on voit qu'il y a en fait un impact de cette hétérogénéité dans la qualité de l'apprentissage. Et en particulier, on voit ici que là, c'est 1 sur K, donc on a des choses qui vont typiquement se réduire avec le nombre d'itérations et de clients, mais ici, on va avoir des choses qui vont potentiellement diverger, d'accord ? Ou en tout cas introduire un ralentissement. Donc, il y a un certain nombre de solutions qui ont été explorées là-dessus. Une première, je vais passer aussi rapidement sur le côté algorithme ici, parce que c'est peut-être pas si utile d'aller dans le détail, mais c'est un algorithme qui s'appelle Scaffold ici, et dont l'idée, en gros, si vous regardez dans les grandes lignes, c'est la même chose que l'algorithme Fed averaging. La seule différence, c'est qu'on a des termes de correction. Donc, l'idée de cet algorithme, en fait, c'est d'essayer de calculer localement des termes de correction qui essaient en gros, de caractériser à quel point l'update local s'éloigne d'une update un petit peu idéale, non biaisée, et en fait de mettre à jour et d'utiliser ces termes de correction pour essayer d'éviter justement ce drift, d'avoir ces clients qui partent un petit peu trop dans leur direction un peu spécifique. Et donc ça permet de corriger un petit peu ces gradients. Ici, on le voit dans cette correction. Pour les gens qui connaissent les approches un petit peu de réduction de variance en optimisation stochastique, c'est un petit peu une idée similaire. Et donc, l'un des avantages, c'est que ça marche mieux en pratique. Et puis, on peut montrer aussi des garanties de convergence qui sont meilleures quand les données sont hétérogènes. Et donc, ça, c'est un exemple un petit peu de ce qui se passe. Ici, quand je passe de G égale 1 à G égale 100, où G, donc c'était une de ces mesures d'hétérogénéité, eh bien, je vois que Federated Averaging devient petit à petit, y compris même plus lent que Federated SGD, alors que Scaffold, en gros, parvient, grâce à cette correction, à maintenir une performance qui ne dépend pas trop de l'hétérogénéité. Et voilà, avec un calcul de ces termes de correction qui n'est pas très coûteuse, parce qu'elle est calculée en gros à base des gradients qui sont utilisés pour les mises à jour. Donc ça n'ajoute pas un coût extrêmement important, on va dire, au niveau algorithmique, sur les updates qui sont faits. Donc ça, c'est un petit peu une première approche à attaquer cette hétérogénéité, c'est d'essayer d'avoir un petit peu des termes de correction quand on fait les mises à jour locales, de ne pas juste creuser dans son sillon de son coût local, mais d'avoir un terme de correction qui a été calculé à partir des mises à jour précédentes des autres participants, afin de garder un cap qui est un petit peu plus proche de la direction qui est effectivement la direction optimale globale. Un autre type d'approche qui est, je pense, assez intéressant, sur lequel j'ai travaillé personnellement, et puis qui généralement plaît bien aussi aux gens qui s'intéressent aux applications, c'est le fait de dire qu'on va pouvoir apprendre des modèles peut-être qui sont personnalisés, c'est-à-dire à partir du moment où on reconnaît le fait que les données sont potentiellement très hétérogènes, eh bien on peut se poser la question de est-ce que c'est pertinent d'apprendre un modèle global pour tout le monde, et est-ce que ce n'est pas plutôt plus pertinent d'apprendre des modèles qui sont un petit peu personnalisés, tout en partageant de l'information, bien sûr, parce qu'on ne veut pas évidemment se retrouver dans le cas extrême qui est d'apprendre chacun dans son coin indépendamment. Et donc, ça se motive aussi par le fait qu'apprendre sur des données non hétérogènes est difficile ou lent, justement parce que les participants
cherchent tous à tirer le modèle dans une direction qui est différente. Et donc, c'est ça qui ralentit l'apprentissage en particulier. Et voilà, donc si ces données sont très hétérogènes, apprendre un seul modèle qui marche bien pour tout le monde, ça peut être pas si facile, ou ça peut demander un modèle qui va être vraiment très flexible avec beaucoup de paramètres. Ce qui n'est pas toujours idéal du point de vue du machine learning, parce que plus on a de paramètres, plus on va potentiellement surapprendre, etc. Et donc une autre direction, c'est en fait, pour attaquer ce côté données hétérogènes, c'est de dire je n'apprends plus un seul modèle et j'apprends des modèles personnalisés, potentiellement plus simples d'ailleurs que pourrait l'être un modèle global, dont l'objectif va être simplement d'être bon sur les données locales. Mais par contre, il faut concevoir la fonction objective de manière à, évidemment, réaliser une forme de collaboration pour éviter, encore une fois, l'écueil d'apprendre de manière indépendante. Donc, il y a tout un tas de formulations qui ont été explorées. J'en donne un petit peu quelques-unes ici dans les grandes lignes. Il y a l'idée d'apprendre des modèles personnalisés à partir d'un métamodèle. Donc, on garde cette idée de modèle potentiellement global, mais on fait en sorte que les modèles personnalisés ne soient pas trop loin de ce modèle global. Et donc, une formulation possible, c'est celle-ci, qui est de donner à chacun des paramètres personnalisés, θk, avec sa fonction de coût habituelle comme précédemment, mais par contre de régulariser les modèles pour qu'ils soient proches de leur moyenne. Quelque chose qui est assez naturel, qui est de dire chacun a droit à son modèle personnalisé, mais quand même, on veut que personne ne s'éloigne trop de la moyenne. C'est une manière justement de régulariser et de forcer une collaboration dans le choix des paramètres. Il y a d'autres approches qui sont assez amusantes aussi, qui définissent la fonction de coût de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a maintenant toujours un modèle global, θ uniquement, mais la fonction de coût local, elle est définie sur θ moins un pas de gradient du coût local. Donc l'idée un petit peu ici, c'est de dire, je vais apprendre un modèle global qui s'adapte facilement à chaque participant, dans le sens où ce modèle global, si je fais un pas de gradient pour l'améliorer un petit peu sur ma fonction locale, alors j'obtiens une bonne performance locale. Donc c'est un petit peu l'idée un petit peu de fine-tuning du modèle, quelque part, du modèle global, fine-tuning local du modèle, mais qui est carrément inclus dans la fonction objective. Et en fait, ces formulations sont liées entre elles et également à l'algorithme du fidelity averaging. Je pourrais y revenir s'il y a un petit peu des questions là-dessus. Et une dernière chose, une dernière approche que je veux mentionner, c'est quelque chose qui est inspiré de l'apprentissage multitâche, qui est un petit peu le cas classique, on va dire un paradigme d'apprentissage qui consiste à apprendre sur différentes tâches qui ne sont pas les mêmes, mais dont on suppose qu'elles sont reliées entre elles. Et donc, on peut voir un petit peu chaque client, potentiellement, chaque participant, comme représentant une tâche différente, mais reliée à celle des autres. Et donc, une manière de faire ça, c'est de régulariser des modèles personnalisés en apprenant ou en utilisant des relations, des informations de similarité entre les tâches. Donc, une manière de définir la fonction de coût, c'est encore une fois de dire, voilà, chaque participant a son modèle. Mais j'ai aussi une matrice W qui me dit, qui est n par n, et où WKL, ça me dit à quel point le participant K et le participant L sont proches ou reliés entre eux. Et on régularise les modèles en pondérant par cette force de similarité, donc en disant si K et L sont similaires, alors je veux que leurs paramètres soient similaires. Donc, encore une fois, c'est une manière de régulariser le coût, la fonction de coût classique qu'on utilisait jusqu'à maintenant. C'est une formulation qu'on peut relativement naturellement optimiser par optimisation alternée, c'est-à-dire je peux éventuellement initialiser mes modèles et ça me permet d'apprendre une matrice de similarité W, et puis ensuite je peux fixer W, mettre à jour mes modèles, et ainsi de suite. Et on peut faire ça de manière totalement décentralisée, donc ça fait partie des travaux que j'ai réalisés, que de faire ça dans ce contexte complètement décentralisé sans serveur, où on peut en fait carrément voir la matrice W de relation, de similarité, comme un graphe de relation sur les participants, et du coup n'avoir à communiquer que sur ce graphe. Et puis on peut carrément apprendre ce graphe de relation en même temps qu'on apprend les modèles. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une petite vision de comment est-ce qu'on peut attaquer ces problèmes de données non guidées.
Si ça vous convient, je peux peut-être continuer juste 5 minutes du coup, pour vous parler rapidement des questions de confidentialité. Et puis peut-être qu'on pourra finir avec quelques questions. Je ne sais pas ce que vous en dites là au niveau du temps. On avait commencé aussi un petit peu en retard. Oui, ça me paraît bien, effectivement, si tu peux dire un mot de la privacy. Très bien. Donc, je vais vous parler un petit peu des questions, effectivement, pour finir, des questions de confidentialité qui posent des questions super intéressantes et qui est un gros champ de recherche à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par des questions de vie privée ou de confidentialité? Donc, on sait déjà maintenant, depuis un certain temps maintenant, que les modèles d'apprentissage, on peut les attaquer de différentes manières qui permettent de récupérer de l'information sur les données qui ont servi à les apprendre. Donc, vous avez peut-être entendu parler des attaques par inférence, membership inference attacks, où l'idée, c'est j'ai accès uniquement à un modèle appris et je peux envoyer des requêtes à ce modèle et à partir de ça, je cherche à prédire si un certain individu ou un certain point que je connais était dans le training set. Ce qui peut être un problème dans des cas, par exemple, encore une fois, médicaux ou une étude sur le cancer qui implique que si telle personne est dans la base, si je peux savoir juste à partir des paramètres du modèle que telle personne était dans la base, alors je peux en déduire que cette personne a le cancer. Et puis, on peut aller aussi vers des choses même encore plus sévères, entre guillemets, qui sont des attaques par reconstruction, où là, carrément, on arrive à reconstruire des points qui ont servi à entraîner le modèle, encore une fois, simplement en ayant accès aux paramètres de ces modèles. Donc on sait ça s'applique au cas centralisé quelque part, au cas où en fait le modèle est déjà appris et puis j'essaie d'attaquer le modèle qui est déjà appris et en fait dans le cas fédéré on a presque un problème supplémentaire à ce niveau parce que on offre une surface d'attaque supplémentaire parce que le serveur ou les participants ils vont non seulement observer le modèle final mais ils vont aussi observer des mises à jour de modèle au cours de l'apprentissage. Donc quelque part ils vont observer plus d'informations. Et donc, il y a des attaques qui ont été montées pour montrer que peut-être dans certains cas, on peut même carrément attaquer de manière encore plus facile potentiellement le modèle parce qu'on est carrément impliqué dans son apprentissage. Et donc, on voit des mises à jour effectuées par les autres participants. Donc, une manière de combattre ça, et en tout cas, la manière sans doute formellement la plus convaincante de combattre cela, même s'il y a d'autres approches qui sont aussi combinables, c'est ce qu'on appelle la confidentialité différentielle. Donc, c'est une manière justement de définir la propriété d'un algorithme qui est d'être privé, de ne pas révéler trop d'informations sur les données individuelles qui ont servi à l'entraîner. Une définition qui ne s'applique pas seulement au machine learning, mais aussi à tout type d'algorithme qui prend des données en entrée et qui produit une réponse. Donc, ça s'applique aussi à des requêtes type base de données, etc., qui est en fait le champ dans lequel la differential privacy a été introduite. Donc, pour donner l'intuition un petit peu de cette définition, c'est en fait de dire j'ai un algorithme, je vais supposer que cet algorithme il est randomisé, d'accord, donc il y a de l'aléa dans cet algorithme. Il prend des données en entrée et il produit du coup une sortie qu'on peut voir comme une variable aléatoire parce que l'algorithme est randomisé, donc j'ai quelque part une distribution sur un espace de sortie. Et le fait de dire qu'un algorithme est privé, dans le cas de la differential privacy, ça va consister à dire si j'applique mon algorithme à un jeu de données dans lequel j'ai un point, par exemple x2, et si j'applique ce même algorithme aux mêmes données, excepté que j'ai remplacé un point, le point x2 par un point x2', alors je veux que la distribution des sorties possibles soit presque la même. D'accord? Et donc on peut voir ça comme typiquement une borne sur le ratio des probabilités que l'algorithme produise n'importe quelle sortie quand il est appliqué au premier jeu de données D et au deuxième jeu de données D'. Et donc, c'est ce qui est décrit ici. En fait, A est epsilon differentially private si, pour toutes les paires de jeux de données qui sont égales par ailleurs à un point près, eh bien, la probabilité d'avoir une certaine sortie quand j'applique l'algorithme à D, c'est à peu près la même que de voir cette sortie quand j'applique l'algorithme à D', et où à peu près la même est quantifiée justement par ce exponentiel de epsilon ici qui nous borne le ratio entre les deux probabilités. D'accord ? Voilà, donc pour aller un petit peu dans les grandes lignes, ça paraît peut-être compliqué, on voit cette définition, on se dit, oulala, moi maintenant j'ai un algorithme de machine learning complexe, avec plusieurs participants, comment est-ce que je vais pouvoir m'attaquer à ça et essayer de prouver une propriété un petit peu de ce type. Il y a une observation qui est très très importante et qui nous simplifie la tâche, donc je veux avoir le temps d'évoquer ça parce que c'est un point
simple mais relativement clé, qui est d'observer que les algorithmes d'apprentissage fédérés, notamment basés sur un serveur, comme ceux qu'on a vus, en fait, ils suivent tous, ou quasiment tous, le pattern suivant. Il y a un certain nombre d'itérations. À chaque itération, chaque participant calcule une mise à jour locale du modèle qu'il envoie au serveur. Le serveur, lui, calcule une agrégation des modèles et puis il renvoie le modèle agrégé aux participants. D'accord ? Et donc ça, en fait, ce que ça nous dit, c'est que en s'appuyant sur des propriétés de la differential privacy, qui permet de quantifier, quand on fait plusieurs requêtes sur les mêmes données, qui permettent de quantifier à quel point la propriété de privacy se dégrade, eh bien, on peut simplement, si on est capable de faire une agrégation differentially private, donc si je suis capable de résoudre le problème de chacun a une valeur et je veux calculer la moyenne d'une manière qui satisfait la définition, eh bien, si je combine ça avec des propriétés de la differential privacy, en fait, ça me suffit pour tout simplement concevoir des algorithmes d'apprentissage fédéré qui satisfont la définition de differential privacy. Et donc, c'est un petit peu l'idée, c'est que quelque part, on peut se ramener, en gros, à un problème beaucoup plus simple, qui est celui de dire chaque personne a une valeur privée xk, par exemple, simplement un réel, pour simplifier, et on veut estimer la moyenne de ces valeurs avec une contrainte de differential privacy. D'accord ? Et donc, il y a ensuite différentes manières de réaliser ça en pratique. Typiquement, ça se base sur le fait d'ajouter une certaine quantité de bruit aléatoire dans les mises à jour locales. Et donc, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails ici. Et donc, je passe un petit peu ces slides. Mais l'idée, un petit peu dans les grandes lignes, c'est effectivement d'échanger du bruit que l'on peut calibrer d'une manière qui va nous donner la garantie de privacy qu'on veut, tout en pouvant contrôler la manière dont est affectée la qualité de la solution, qui est nécessaire. La differential privacy implique un coût en utilité de ce qu'on apprend, mais on sait caractériser un petit peu le compromis entre utilité et confidentialité, et on peut régler un petit peu ce compromis de la manière qu'on souhaite en fonction des contraintes de l'application. Ok, je vais aller vers ma conclusion. Je n'aurai pas trop le temps de parler des aspects aussi où on peut s'appuyer sur le caractère complètement décentralisé des systèmes et du fait que chaque participant n'observe qu'une partie des échanges, également pour montrer des garanties de differential privacy plus fortes. Et donc ça, c'est un papier récent que j'ai fait avec Edwige Siefers, qui va commencer en thèse avec moi à la rentrée. Je vais conclure, et puis comme ça, je prendrai quelques questions pour ceux qui restent. J'ai vu que quelques personnes aussi, peut-être, étaient parties un petit peu avant la fin. Il n'y a pas de problème, évidemment, comme on a dépassé un petit peu. Je vais passer rapidement. Il y a évidemment d'autres choses dont je n'ai pas eu le temps de parler. Il y a une question un petit peu là-dessus. On peut aussi regarder les problèmes qui ne sont pas des problèmes de minimisation du risque empirique, comme l'apprentissage de modèles d'arbres, des modèles online, de faire du bayésien, etc. On peut s'attaquer à des problèmes de partition de données qui sont verticales au lieu de horizontales, donc où chaque participant a différentes features à propos des mêmes exemples. On peut se poser des questions autour de la compression. Comment est-ce que je compresse les mises à jour pour réduire la communication ? Et des questions aussi d'équité. Comment est-ce que je fais en sorte que le modèle que j'apprends, par exemple, il ne discrimine pas certains participants. Certains participants se retrouvent avec un modèle qui marche très bien pour eux, et puis d'autres participants avec un modèle qui marche plutôt mal pour eux. Donc, il y a aussi un lien avec le côté personnalisation. Et puis des questions de sécurité. Comment est-ce qu'on empêche des attaques type empoisonnement avec des gens qui injectent des mauvaises updates? Comment est-ce qu'on s'assure que les calculs locaux sont faits de manière correcte, éventuellement en faisant des choses un petit peu avec de la vérifiabilité, avec des techniques de crypto type des Zero Knowledge Proofs, etc. Donc il y a pas mal de questions aussi sur la sécurité de ces modèles, évidemment. Et puis, je voulais faire un petit peu de pub pour terminer, qui est aussi deux bons moyens un petit peu d'en apprendre plus sur le fédéré. Un papier de survey qui a été écrit, auquel j'ai participé, qui a été écrit et qui a vraiment de manière collaborative. Donc, il y a plus de 50 auteurs, donc à peu près tous les gens qui travaillent, pas tous, mais une bonne partie des gens qui travaillent sur le problème d'apprentissage fédéré, qu'on a mis à jour en décembre 2020, donc il est sur Archive. Et puis un séminaire en ligne que je co-organise qui s'appelle Federated Learning One World, qu'on a lancé un petit peu grosso modo pendant le premier confinement, avec des collègues de différentes institutions à travers le monde. Et donc il y a
typiquement des présentations sur l'apprentissage fédéré à peu près chaque semaine, qui couvrent plein d'aspects. Et puis, j'insiste sur le fait que les vidéos et les slides de toutes les présentations qui ont été faites jusqu'à maintenant, elles sont disponibles sur le site, donc c'est possible de revoir, même si vous ne pourrez pas tout revoir parce qu'il y en a déjà beaucoup. Et donc, c'est difficile de tout revoir. Voilà, j'arrête là. Je m'excuse pour d'avoir dépassé un petit peu le temps imparti. Et puis, je suis ravi de prendre quelques questions s'il y en a. Ok, merci beaucoup. Là, je vois 3 questions là dans le chat. Une première, quand on est décentralisé, là, comment on fait la normalisation des données? Une première question, je ne sais pas si tu vois le chat. Si je vois le chat, j'ai ouvert. Alors, je ne sais pas si je comprends complètement la question, mais j'imagine que c'est au cas effectivement général, là, dans l'apprentissage fédéré. C'est une bonne question. En pratique, évidemment, ça suppose quand même de s'être mis d'accord, encore une fois, même sur les schémas de données et la manière dont on définit les features, etc., ce qui n'est pas toujours si facile dans certains cas d'application. Voilà. Après, pour normaliser les données, ça nécessite potentiellement un round de communication préalable où chacun, par exemple, envoie des statistiques de base sur les features, moyenne, variance ou choses comme ça, et qui permettent ensuite d'agréger ces coefficients et puis d'avoir les coefficients de normalisation globaux que chacun peut appliquer. Et si on a des contraintes liées à la confidentialité par-dessus, il faut potentiellement bruiter un petit peu ces coefficients de normalisation. Mais voilà, c'est quelque chose qui ne pose pas trop de problèmes et qui représente typiquement une petite phase de communication préalable avant l'apprentissage lui-même. Après, là, il y a une autre question sur la local differential privacy. Est-ce que c'est utile, utilisé ou pas? Oui, bien sûr. Alors, merci pour la question. Ça vient du fait que je suis allé évidemment beaucoup trop vite sur la partie privacy. Ça me donne l'occasion d'en dire un tout petit peu plus. Donc, effectivement, c'est un petit peu ce que j'indiquais ici. Donc, évidemment, il y a 2 types de modèles pour la differential privacy. Il y a un modèle dit centralisé ou effectivement tiers de confiance, où on confie les données en clair à un tiers de confiance qui fait le calcul, l'apprentissage par exemple, et puis produit un résultat. C'est évidemment pas du tout le modèle dans lequel on a envie de se placer dans le cas fédéré, puisqu'on ne partage pas les données. Et donc, on est dans un cas qui est plutôt le modèle local, effectivement, ou distribué, ou untrusted curator de la differential privacy, où en fait les données doivent être bruitées à la source. D'accord ? Et le problème avec ça, donc ça c'est l'approche un petit peu du coup de base, d'utiliser la local differential privacy dans le cadre de ces algorithmes, typiquement pour bruiter les gradients, pour rendre les gradients confidentiels. Le problème avec ça, évidemment, c'est qu'en pratique, le coût il est élevé. Et donc ça, on le voit même sur ce problème d'agrégation. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est qu'on pouvait se ramener, dans la plupart des cas, à un problème de calcul de moyenne, quelque part, qu'on veut faire de manière privée. Et le problème, c'est que quand on est dans le modèle local ou décentralisé, eh bien, chaque participant doit ajouter du bruit sur sa valeur avant de la partager. Et en fait, ça fait qu'on doit ajouter beaucoup plus de bruit que ce qu'on aurait ajouté si on avait d'abord calculé la moyenne en clair, puis ajouté du bruit pour pouvoir révéler la moyenne à la fin. D'accord ? Et donc, il y a justement pas mal de travaux en ce moment dans la communauté sur comment est-ce qu'on relâche un tout petit peu les contraintes de la local differential privacy, tout en gardant le fait de ne pas avoir un tiers de confiance, pour avoir quand même un petit peu un meilleur rapport entre utilité et confidentialité. Il y a des approches basées sur de la crypto, donc des techniques de secure aggregation, des techniques de secure shuffling, qui sont pas mal à la mode. Et puis moi, j'ai travaillé aussi sur cette question, et donc un petit peu la méthode que je présente sur ce slide-là, dont je n'ai pas eu le temps d'aller dans les détails, c'est une autre manière qui est basée sur le fait d'échanger du bruit, d'ajouter du bruit local, mais aussi d'ajouter du bruit corrélé avec d'autres utilisateurs qui permettent de retrouver un compromis à la fin qui est aussi similaire au cas centralisé en termes d'utilité et de confidentialité. Donc, c'est une très bonne question, et donc il y a beaucoup effectivement de travaux autour de ça actuellement. Ensuite, il y a une question autour, est-ce qu'il y a besoin de synchroniser les communications ou est-ce que ça peut être complètement asynchrone? Et moi, je la complète de mon côté en disant, mais si, comme c'est itératif, si les participants changent, s'il y en a qui apparaissent, qui disparaissent, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est une très bonne question. Donc, il y a des versions asynchrones de ces algorithmes, effectivement, et notamment dans le cas totalement décentralisé.
c'est souvent un petit peu la norme parce que justement, comme on a des communications uniquement locales avec les voisins dans ce graphe de communication qui peut être très gros, on n'a pas du tout envie d'attendre que les gens à l'autre bout du réseau aient terminé de faire leur mise à jour. Donc, c'est une bonne question. Et donc, en effet, il y a des variantes qui existent asynchrones de ces algorithmes. Ce que j'ai présenté ici était dans un cadre synchrone par souci de simplicité. Mais effectivement, il existe des approches asynchrones. Et dans le cas totalement décentralisé, c'est souvent assez naturel et parfois les algorithmes et les analyses ne sont pas tellement différentes du cas synchrone en fait. Pour ce qui est de l'arrivée et du fait que des nœuds éventuellement arrivent et partent, c'est une question très intéressante aussi. Il y a des travaux sur un petit peu le fait que tous les participants ne soient pas, qu'il y ait une manière de voir le problème, hein, de se dire j'ai un très grand nombre de participants potentiels, mais ils ne sont pas tous disponibles à chaque itération. Et donc là, ça pose aussi des questions un petit peu similaires au cas d'hétérogénéité, parce que si ma distribution des clients qui sont présents à un certain moment donné n'est pas uniforme, je vais avoir des problèmes aussi, ça va créer des biais potentiellement envers certains clients. Donc c'est des questions intéressantes pour lesquelles effectivement il existe quelques travaux. Je peux donner des pointeurs après séparément, par email par exemple, si les gens veulent des pointeurs spécifiques sur ces questions. Et écoutez, je propose qu'on s'arrête là parce que bon, il y aurait encore plein de questions. Moi, j'en ai plein aussi. C'est vraiment un sujet passionnant. Je veux vraiment te remercier hein, de cette présentation claire, riche, qui pose plein de questions et je suis sûr à l'IRT va donner plein d'idées aux personnes hein, qui travaillent sur le machine learning dans les applications qui sont regardées à l'IRT. Hein. Donc, merci beaucoup Aurélien pour cette présentation. Merci à tous. Et donc, on va s'arrêter là. Peut-être, Aurélien, tu peux rester quelques minutes, qu'on échange avec Patrice aussi. Oui, je peux faire ça, il n'y a pas de problème. Juste avant que tout le monde se déconnecte, j'ai mis dans le chat le lien vers le prochain séminaire qui aura lieu le 17 juin, animé par Ludovic Chamoin de l'ENS Paris-Saclay sur des sujets de stratégie numérique pour mixer des modèles et des données pour du real-time monitoring de systèmes mécaniques. Bon, je vous laisse découvrir le résumé sur le lien que je vous ai envoyé. Merci à tous en tout cas.